je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de novembre, mais également pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais revenir sur toutes les catégories pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai pu lire, intégré dans chaque catégorie pendant ces 3 mois du Pumpkin Autumn Challenge. Mais par contre, je ne rentrerai dans les détails de mes avis que pour mes lectures du mois de novembre. Pour le reste, pour avoir mes avis des lecteurs du mois de septembre et d'octobre, je vous renvoie en barre d'infos où je vous mets les liens vers mes bilans lecture de septembre et d'octobre. Et là, du coup, j'ai fait 4 lectures de romans et un manga. Et du coup, c'est parti, allons-y pour ce petit retour du mois de novembre. Et je peux déjà vous dire qu'il n'y a eu aucune déception dans mes lectures, vraiment. Je suis très contente. Il y en a où je suis un peu plus mitigée. On va y revenir en temps et en heure. Le premier tableau du Pumpkin Autumn Challenge qui était Automne frissonnant, et la première catégorie c'était Viens flotter avec nous. Pour celle-ci, j'avais lu le tome 1 du Bureau des affaires occultes que j'avais beaucoup aimé. Pour la troisième catégorie, pour la deuxième catégorie, c'était Perfectly Splendid. Et là, j'avais commencé à lire du Thé pour les fantômes, mais malheureusement, j'ai abandonné. Et du coup, c'est pour ça que j'y case le jeu de société Mysterium auquel j'ai joué avec des amis. C'est vraiment un jeu très sympa et qui, pour le coup, s'intègre parfaitement à la saison automnale. Je vous encourage vraiment à y jouer si vous n'avez pas encore l'occasion d'essayer. C'est une sorte de mix entre Dixit, c'est fait par les illustrateurs de Dixit, et entre le Cluedo. Voilà, c'est vraiment un jeu d'ambiance très sympa, collaboratif, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et du coup, ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Et enfin, la troisième catégorie, c'était l'enfer des backrooms. Et là, j'y avais glissé le livre des disparus de Blackmoor. Alors oui, il y a énormément de changements par rapport à la palle de base que j'avais publiée. Il n'y a quasiment rien qui correspond, je n'ai absolument pas respecté ma pile à lire de base, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, on avait le deuxième tableau qui était Automne douceur de vivre. Et là, j'y ai lu Witch pour la première catégorie qui est Something Wicked This Way Come, où il y avait les mots-clés comme Halloween, enfance, cauchemar, tout ça. Et du coup, j'y ai lu les 3 premiers chapitres de la BD Witch que j'avais gardé avec moi. J'avais vendu tous mes Witch Mag et j'avais gardé un hors-série où il y avait les 3 premiers chapitres. Ça tombe bien puisque le premier chapitre de Witch s'appelle Halloween, donc ça rentre. Et puis voilà, c'est vraiment, comme je disais dans ma vidéo Bibliothèque Rose, c'est vraiment la saison parfaite si vous voulez redécouvrir les BD Witch. Allez-y, on n'est pas encore tout à fait en hiver, donc vous pouvez encore glisser un petit Witch comme ça quand on est entre les 2 saisons. C'est vraiment la période parfaite. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et donc là, on y arrive à ce livre un petit peu plus mitigé. J'ai lu Petite boîte de Yoko Ogawa. Donc c'est une autrice japonaise qui est assez connue dans le monde entier, je crois. Enfin, en tout cas, elle a vraiment une popularité dans le monde de l'édition. Et donc, c'est vraiment, je ne saurais pas comment vous résumer ça. On suit en fait une fille, je ne saurais même pas vraiment désigner son âge, qui vit dans une ancienne maternelle où tout est petit, tout est à hauteur d'enfant. Et elle va rencontrer un homme, pareil, je sais pas. En fait, les personnages n'ont pas d'âge précis dans ce livre, et justement je vais y arriver dans mon avis. Et donc elle va rencontrer un homme qui est surnommé Monsieur Baryton, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est comme s'il chantait, comme s'il y avait une mélodie vraiment hyper inspirante qui sortait de sa bouche à chaque fois qu'il parle, et donc ça a donné ce surnom, Monsieur Baryton. Et Monsieur Baryton, il lui donne des lettres de sa bien-aimée qui est à l'hôpital, qui est atteinte d'une maladie très grave. Et en fait, la maladie fait que elle a une écriture, une calligraphie qui est indescriptible. Et il n'y a que cette jeune fille, du coup, qui vit dans cette ancienne école maternelle,
qui parvient à décrypter les lettres de la bien-aimée de Monsieur Baryton, qui du coup le lui fournit pour qu'elle puisse les déchiffrer et les lui lire après. Et c'est vraiment très spécial, c'est pas à mettre entre toutes les mains, déjà parce que c'est assez difficile à cerner, c'est très malaisant. En fait, c'est une très belle histoire de deuil, mais aussi, comme je disais, il y a un côté malaisant par rapport à la manière où c'est fait. Donc ça aborde le deuil, ça aborde l'enfance, ça aborde les cauchemars, ça aborde plein de choses en fait. Enfin, quand je dis cauchemar, ça aborde les peurs que peuvent ressentir les personnes quand ils ne sont pas dans leur zone de confort. C'est vraiment très particulier, donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas entre toutes les mains. Par contre, c'est vraiment une très belle expérience de lecture. C'est le premier roman que je lis de Yoko Gawa. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'y aller, mais par contre, comme je le disais, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est assez difficile à cerner. C'est vraiment traité comme la manière d'un conte, un conte un peu morbide en fait. Et il y a plein de références à des légendes japonaises que nous, on ne connaît pas forcément. Des fois, ça peut même surprendre au tout premier lieu quand on voit certaines réflexions des personnages et certaines choses qui sont mises en place aussi. Ça peut surprendre par moments, mais ce sont tout simplement des références à la culture japonaise et aux légendes urbaines aussi japonaises. Et voilà, c'est un très beau livre qui n'est pas forcément évident à lire. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Par contre, voilà, c'est vraiment une très chouette expérience de lecture, même si, encore une fois, je ne me mettrai pas entre toutes les mains. Ensuite, la prochaine catégorie d'automne douceur de vivre, c'était la Dame chouette des îles bouillantes. Et donc là, j'ai joué au jeu de société Spellbook, qui est un jeu de société qui rentre totalement aussi dans cette catégorie où c'était, je crois, sorcier, éducation, enfin voilà, il y avait tous ces mots-clés-là, et ce jeu de société, qui est un nouveau jeu de société qui est sorti cette année, rentre totalement, et pareil, c'est vraiment un jeu qui se joue parfaitement en ambiance automnale. Et il y avait aussi le tome 11 de l'Atelier des sorciers, qui est ici, donc j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que je rejoins les avis comme quoi je sens qu'au niveau du rythme, pas du rythme de l'histoire, mais au niveau d'action, il se passe pas non plus énormément de choses. Là, on est encore à une période, à un moment de l'histoire où les personnages, et surtout Coco, sont toujours en train d'apprendre des choses, mais du coup, on n'est pas vraiment pleinement dans l'action, en fait. C'est assez lent en termes de rythme. Après, par contre, je suis toujours aussi fan des illustrations dans le manga. Je trouve toujours les illustrations magnifiques. Voilà, je trouve toujours que les personnages sont hyper attachants. Ces petites filles sont vraiment hyper attachantes ensemble. On a une très belle évolution d'amitié entre Coco et Agathe qui apprennent à se faire davantage confiance dans ce tome-ci. Donc franchement, autant en termes d'attachement des personnages et en termes d'avancement relationnel entre eux, ça avance effectivement, mais en termes d'action dans l'intrigue, là par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. On a toujours justement la mise en place du monde de l'autrice dans l'atelier des sorciers. Du coup, c'est pas... Voilà, en termes de rythme, ça dépend vraiment ce que vous recherchez, si c'est vraiment de l'action pure dans l'intrigue. Au bout d'un moment, vous allez vous sentir lassé, je pense. Mais par contre, si vous recherchez plus quelque chose en rapport avec les relations des personnages, franchement, l'Atelier des sorciers, moi, c'est vraiment mon manga cocooning que j'adore. J'adore les lire et voilà, je me mets tout de suite dans une ambiance quand je lis ces tomes. J'adore. Ensuite, la prochaine catégorie, c'était la loi fondamentale de l'échange équivalente, où il fallait faire une lecture commune. Alors, j'avais commencé la lecture commune pour le Villain Books Challenge. C'était dans cette période-ci, la même période du Villain Books Challenge de Misra. Et c'était Vespertine, la lecture commune. J'avais commencé et en fait, c'est pas que j'ai totalement décroché de l'histoire, en fait, c'est tout simplement que je n'ai pas suivi la lecture commune. Et du coup, c'est pour ça que j'y ai mis le film Le règne animal que j'ai vu au cinéma avec mes parents, des amis à mes parents aussi. Donc finalement, je me suis dit, ça fait comme un visionnage commun entre
plusieurs amis, voilà, avec mes parents et les amis de la famille. Et on avait enchaîné ça après avec une sortie hors resto pour éviter, c'était le soir d'Halloween, c'était pour éviter tout simplement les enfants qui allaient sonner jusqu'à 22 h pour les ados, pour demander des bonbons et même plus que des bonbons parfois. Donc c'était pour éviter un peu tout ça et du coup, voilà, on était allé au cinéma voir Le règne animal qui était un très bon film. Enfin, un très bon film, mais il y a quand même des choses où je suis restée un peu mitigée dedans. Donc c'est loin d'être un coup de cœur, mais pour un film français, j'étais très contente de voir quelque chose qui changeait pour une production française. L'avant-dernier tableau, c'est Automne des bois et de l'au-delà. Et pour la première catégorie pomme à l'orge, c'est le goût de la tarte aux amandes. J'avais lu le tome 3 du chat du bibliothécaire où je vous avais laissé un avis dans mon bilan lecture qui était plus que positif. J'avais adoré l'ambiance. Pareil pour l'année prochaine, si vous cherchez quelque chose dans ces eaux-là, par rapport aux mots-clés de cette catégorie, ça rentre parfaitement. C'est vraiment une histoire qui est hyper feel good, hyper attachante par rapport au personnage. Même si vous commencez comme moi à partir du tome 3, franchement, il n'y a aucun mal à suivre le fil rouge entre les personnages, leur évolution entre eux, tout ça. J'avais adoré. Ensuite, la prochaine catégorie, c'était Légende de la hache noire. Et donc là, j'avais lu Tarot tome 1 et ce mois-ci, le Tarot tome 2, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais plus que le tome 1. Quand j'ai posté mon avis sur le tome 1, j'avais dit que le personnage principal, Rune, matchait très bien avec ses 3 prétendants, même avec Max. Et en fait, quand j'ai vu l'avis des mots de l'imaginaire qui disait que Rune ne faisait absolument pas son âge dans le tome 1 et qu'il avait 30 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il a 30 ans. Et c'est pour ça, en fait, que je le voyais bien avec Spax, qui lui est un ado de 16-17 ans. C'est qu'à aucun moment dans le tome 1, Rune n'agit comme un adulte de 30 ans. En fait, pour moi, c'était, voilà, il avait dans les 20 ans, 19 ans, par là, quoi. Que du coup, je me disais, en termes de décalage d'âge, c'était pas non plus énorme, quoi, que ça pouvait matcher en attendant plusieurs années avant qu'ils se mettent ensemble, parce que forcément à 16 ans c'est pas évident. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il matchait bien. Mais en fait, c'est vrai que Rune n'agit absolument pas comme un adulte de 30 ans. Et pendant tout le tome 1, j'avais oublié qu'il était censé être un adulte, puisqu'il agit plus comme un ado que comme un adulte. Et en fait, dans le tome 2, c'est beaucoup mieux géré. Tout est beaucoup mieux géré dans le tome 2, je trouve. Encore une fois, j'avais adoré les descriptions, la manière de l'auteur de décrire son univers et de nous permettre de vraiment nous plonger totalement dans son univers hyper original qui s'inspire des cartes du tarot, avec les arcanes et les différents personnages comme le pendu par exemple, la mort, la tour, tout ça. C'est tous des éléments qu'on retrouve ici, les amoureux que l'on rencontre là dans ce tome 2 et qui ont une place assez importante. C'est vraiment tous des personnages qu'on apprend à découvrir petit à petit et je trouve que c'est hyper original. Ça va encore plus loin que le tome 1 puisque comme je le disais, je trouve que le tome 2 est vraiment bien construit, vraiment dans la continuité et même plus du coup que le tome 1, aussi bien par rapport à l'intrigue, au fil rouge que l'on voit venir que pour les personnages. Alors il y a des choses que effectivement je voyais venir et que j'avais prédit déjà dans mon avis pour le tome 1 par rapport notamment à certains couples qui se mettent en place. Il y a des choses que je voyais venir qui étaient vraiment prévisibles, mais sinon au-delà de ça, j'aime toujours autant le style de l'auteur, la manière qu'il a d'amener l'action dans son roman, l'évolution de ses personnages aussi, qui ne restent pas dans leur coin sur morfondre. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'ils discutent entre eux, ils échangent entre eux quand ils rencontrent des problèmes, ce qui évite les quiproquos. Il y en a des quiproquos parce que forcément il y a toujours quelques mystères à gauche à droite, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que les personnages communiquent plutôt bien, qu'ils arrivent à se faire confiance entre eux. Et j'ai très hâte de découvrir la finalité de tout ça dans le tome 3 que je vais lire du coup pour le Call of Winter Challenge, même si je ne l'avais pas glissé dans la pile à lire parce que je pensais avoir le temps de le lire au mois de novembre, mais du coup je le lirai en hiver. Et voilà, j'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. C'était vraiment
une très chouette lecture et qui se lise tout seul à chaque fois, ça se lit vraiment tout seul. Et je m'attache énormément aux personnages, même à ceux auxquels on n'est pas censé s'attacher. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait, pas qu'on s'y attache forcément, mais au moins qu'ils sont intrigants. Voilà, au moins qu'ils sont intrigants, on se pose des questions sur tous les personnages, sur leur avenir, et je trouve que c'est très réussi pour cet univers-ci. Ensuite, l'avant-dernière catégorie du menu Automne des bois et de l'au-delà, il s'agit de la mélodie infernale de la corne de chasse. Et donc là, j'ai mis le cri parce que je crois que dans les mots-clés, si je me souviens bien, il y avait une histoire de monstres, d'expédition, tout ça. Et c'est ce que l'on retrouve un peu ici. Alors pas monstre en tant que tel, comme on peut le percevoir en premier abord. Monstre par rapport à la manière que les personnages dans ce récit agissent. C'est Kimi Collection qui en avait très bien parlé dans pas son dernier bilan lecture, mais je crois avant-dernier bilan lecture. Elle a mis un gros coup de cœur et du coup elle m'avait donné envie de le lire. Je l'ai lu et effectivement je me suis pris aussi une grosse claque. J'ai tout simplement adoré ce livre. C'est vraiment une lecture pareil que je mettrai pas entre toutes les mains parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez violentes, mais pas violentes parce qu'il fallait de la violence, voilà, enfin sans contexte ni rien. C'est vraiment très bien fait, très bien construit, très bien écrit aussi. On est tout de suite dans l'ambiance, on apprend tout de suite à aimer les personnages, à apprendre les personnages qui y sont. On voit tout de suite, voilà, on sait très bien les cerner. Et le côté monstre, c'est tout simplement les gestes et faits odieux qu'ont certains personnages dans ce roman, antagonistes et protagonistes qui sont tout simplement horribles, et Expédition, parce que les deux personnages principaux qui enquêtent dans cette histoire, donc, qui sont Sarah et Christopher, qui enquêtent sur une série de meurtres. Enfin, d'abord, c'est un meurtre qui est déguisé en suicide dans un hôpital psychiatrique. Le directeur de l'hôpital psychiatrique met le feu dans cet hôpital-là après cet accident et personne ne comprend pourquoi. Et à partir du moment où il révèle que ce n'est pas lui qui ait agi comme ça, mais que quelqu'un lui a ordonné de le faire si jamais il y avait un incident qui se produisait avec le patient en particulier qui est décédé. C'est pas vraiment un meurtre, mais je peux pas vous en dire plus. En fait, il y a plein d'éléments qui font que on voit tout de suite que c'est pas un suicide comme on peut le penser, mais qu'il y a des choses qui sont à, à développer derrière pour mieux comprendre le geste de la personne, comment il est décédé en fait. On retrouve certains éléments dans son corps quand il y a le médecin légiste qui apparaît, qui ne devrait pas être présent dans son corps. Et du coup, il y a plein de questions que l'on se pose, des éléments qui nous paraissent tellement énormes, où on se dit, mais à quel moment ça va aboutir, comment ils nous font réussir à résoudre tout ça sans que ce soit hyper tiré par les cheveux. Et franchement, la conclusion de l'histoire est incroyablement logique, sans être tiré par les cheveux. En plus, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans certains gros, enfin pas faits divers, mais certaines grosses enquêtes qui entourent il est question de secte. Alors, c'est vraiment un tout petit élément de l'enquête que je vous délivre comme ça dans cet avis-là, parce que j'ai pas vraiment le choix si je veux pouvoir vraiment développer mon avis. Il y a une histoire de secte, et du coup, à partir de ce moment-là, on se dit, il peut se passer plein de choses, parce qu'on sait qu'à partir du moment où les sectes sont installées dans l'histoire, même dans les faits réels, c'est tout de suite très compliqué d'enquêter sur les sectes. Forcément, il y a la police aux alentours qui va être va être mêlée à tout ça aussi, parce que ce sont des policiers corrompus, voilà, et tout. Et ce qui explique que la secte parvient quand même à tenir dans le temps. Et du coup, il y a plein de choses qui se mêlent, et dans notre tête, on se fait plein de théories, et
voilà, c'est du coup je comprends totalement l'avis de Kimi Collection sur sa chaîne et j'ai aussi adoré et j'ai trop hâte de lire la suite. C'est, je crois, une trilogie avec la même enquêtrice, donc Sarah, et même au-delà de l'enquête, je trouve que Nicolas Beuglet arrive très bien à construire ses personnages, même son personnage féminin. Souvent, on a toujours un peu peur dans ce genre d'histoire de série avec une enquêtrice en avant qui est écrit en plus par un homme, que l'enquêtrice soit un peu cliché, enfin stéréotypée dans ses actions, et en fait pas du tout. Sarah est quelqu'un d'hyper attachante, elle a plein de mystères, de secrets qu'elle garde en elle, qu'elle n'arrive pas à délivrer, et elle n'est pas non plus parfaite, très loin de là. Et c'est ce qui la rend en fait attachante, c'est les blessures qu'elle a pu avoir par le passé. Et voilà, j'ai adoré aussi découvrir le personnage de Christopher avec l'histoire de sa famille, de son neveu dont il est obligé de s'occuper lui-même. Et voilà, c'est vraiment, les personnages parviennent à être tous mêlés les uns aux autres avec un fil rouge qui petit à petit on le voit pas venir, mais c'est fait naturellement en fait, et c'est ce que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un très bon policier thriller psychologique que je vous encourage de lire si vous aimez ce genre de roman. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite des aventures de Sarah. Et enfin, la dernière catégorie du menu Automne des Bois et au-delà, c'était Rocket Raccoon on the Run. Et là, j'avais lu Sylvain V.0 Supernova, qui était un service presse dont j'ai déjà donné mon avis. Et pour le dernier menu, c'était Automne rayonnant. Et là, j'avais lu du coup pour Well Always Find a Way, le tome 3 des Amants de Baker Street, que j'avais adoré là aussi. J'avais lu pour L'esprit adoptable de Joe March, La Muse rouge de Véronique de Haas, puisque c'est écrit par une femme, qu'il est aussi question de place de la femme, d'indépendance, tout ça. Même si en soi le personnage principal est un homme et qu'on suit un duo d'enquêteurs masculins, il est quand même question de la place de la femme. C'est une écrivaine, donc ça rentrait totalement dedans. Et enfin, la dernière catégorie, c'était Soul Arwin Maureen, qui était du coup la catégorie hommage à Maureen, qui est une ancienne booktubeuse qui est décédée cette année. Et là, j'ai lu du coup Edge et Summers. Alors, dans les mots-clés de cette catégorie, il y avait Irlande, Légende et contes, Petit peuple, Vert. Bon, là, on reste dans les pays du Nord, on n'est pas en Irlande, on est en Angleterre, mais je me suis dit que voilà, ça rentrait quand même. Contes et légendes. Alors, Sherlock Holmes, c'est pas un conte ni une légende, mais on est dans le. Pas dans une réécriture, mais il y a quand même énormément de références à Sherlock Holmes, et je me suis dit que en tirant un petit peu sur le fil comme ça pouvait rentrer, voilà, on est dans les pays du Nord, tout ça, et que voilà, ça pouvait quand même rentrer. Et du coup, on suit Leo Page et James Summers. Donc, Leo Page, c'est un agent secret qui est obligé de se rendre dans un village où habite James Summers, qui est un médecin, ancien médecin de guerre, pour pouvoir enquêter sur un meurtre. Et du coup, forcément, tout de suite, on voit les références à Sherlock Holmes. Alors, Leo Page est beaucoup moins pas moins intelligent, enfin s'il est moins intelligent que Sherlock Holmes, mais il est déjà plus humain, on va dire, entre guillemets, plus humain, plus il s'entoure davantage de gens, il aime partager des choses avec son entourage, il est un peu moins pas ambigu, mais il est un peu moins odieux que Sherlock Holmes dans sa manière d'interagir avec les gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est quand même un peu plus accessible que le personnage de Sherlock Holmes. Et ce que j'ai aimé dans ce duo, c'est que James Summers est quand même plus intelligent
par rapport à John Watson, il y a moins ce déséquilibre entre l'intelligence dans les deux qui forment ce duo-ci. Les deux sont plus rapprochés en termes d'intelligence, alors que James Somers c'est aussi un médecin comme John Watson, mais vraiment dans certaines nouvelles de Sherlock Holmes et même dans certains romans, parfois John Watson, il y a des choses tellement évidentes que même nous on est là, comment ça se fait que tu l'aies pas vu alors que c'est tellement logique que tout le monde le voit sauf Watson, pour que Sherlock puisse étaler sa science. Là, on le ressent un peu moins dans ce duo, ils sont plus sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce duo aussi. J'aime énormément le fait que, pour le coup, même si on est sur il y a une grosse place accordée à la romance, elle ne prend pas le pas sur l'enquête. On suit vraiment l'enquête. En particulier, c'est vraiment l'histoire principale, c'est l'enquête et la manière de Léo Penge qu'il a pour la résoudre, et de James Somers aussi d'aider petit à petit Léo pour résoudre cette enquête-ci et le mettre au goût du jour aussi de ce qui se passe dans le village par rapport au suspect qu'il a. Donc voilà, je suis tout de suite rentrée dans l'ambiance du roman, dans l'ambiance de ce petit village perdu dans la campagne en Angleterre. Je l'ai tout de suite ressenti, l'ambiance entre deux guerres aussi, je l'ai tout de suite ressenti. Alors non, c'est pas une ambiance entre deux guerres cette fois-ci, je me mélange avec la Muse Rouge. Là, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale est terminée, mais du coup les deux ont été très marqués par cette guerre, même les deux guerres en fait, et on le ressent très bien dans le récit, cette ambiance-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi pour mon bilan lecture de novembre et mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Vous, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce Pumpkin Autumn Challenge, quelles ont été vos lectures du mois de novembre, ce que vous avez pensé des miennes, et je vous dis à vendredi pour la première vidéo du calendrier de l'Avent sur la chaîne.